va repartir. Avant de te donner la main, Julien, je vais repréciser les règles pour les participants s'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Alors du coup, pour rappel, la présentation sera enregistrée, le lien vers la vidéo vous sera fourni après la conférence. Les slides aussi qui seront présentés vous seront fournis. Durant le talk de Julien, vos micros sont désactivés, donc je vous invite à utiliser la partie conversation pour discuter entre vous et Q&A pour poser vos questions dont je me ferai votre voix à la fin pour Julien sur son talk. Et n'hésitez pas à changer l'affichage. Il y a une option en haut à droite pour changer l'affichage en fonction si vous voulez voir plus les slides, moins les slides. Je vais te passer la main. D'accord. Julien, je te dirai quand c'est bon. On voit bien ton écran. Du coup, j'ai oublié de te présenter, évidemment. Je fais trop vite les choses. Donc, Julien nous vient du Luxembourg. Il est formateur et responsable de centre de test chez QLeap. Et je vais te laisser une minute présenter, parce que si je parle trop après, c'est pas... Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que de toute manière, Thomas, tu as déjà dit le principal. Donc, en effet, responsable des services d'assurance qualité et tests logiciels chez QLeap. Donc, en ce qui me concerne, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le monde du test logiciel. Tout d'abord dans une société, donc dans le groupe Orange en Belgique, puis au Luxembourg. Et dans un deuxième temps, j'ai rejoint une société de consultance, donc qui est QLeap. Où j'exerce donc mon rôle de test manager, mais aussi de consultant formateur pour QLeap. Donc pour ce soir, je vous propose d'explorer le test exploratoire. Donc Benjamin et autres présentateurs ont déjà abordé le sujet. L'idée est vraiment de vous refaire une présentation de qu'est-ce que le test exploratoire et vous permettre aussi potentiellement d'appréhender le sujet. En préparant donc cette présentation et en préparant encore aujourd'hui, je suis tombé sur une petite vidéo. Je voudrais vous présenter, je pense que ça introduira très bien le sujet. Ça va me permettre aussi de rebondir sur différents sujets. Donc, il n'y a pas le son, mais je pense que ça va être assez parlant comme exemple. Donc, la question à se poser ici, ce que fait Mr Bean, est-ce que c'est du test exploratoire qu'il fait? Est-ce que c'est du monkey testing? Est-ce que c'est du test ad hoc? Donc, je vais vous proposer de répondre justement à cette question au cours de cette petite session. On va laisser terminer ces tests en bonne et due forme. En tout cas, il a des compétences pour tester. Donc, avec cette brève introduction avec Mr Bean, je vais vous proposer donc de vous adresser le sujet du test exploratoire. Je vais commencer avec une définition qui me parle particulièrement en ce qui concerne le test exploratoire. On parle du test exploratoire comme une approche de test, pas forcément une technique de test comme on peut potentiellement le voir dans le cursus ISTQB, mais on parle plutôt d'une approche de test qui met l'accent sur la liberté personnelle et la responsabilité de chaque testeur d'optimiser continuellement la valeur de son travail en traitant l'apprentissage, la conception des tests, l'exécution des tests et l'évaluation des résultats comme des activités complémentaires qui se déroulent en parallèle tout au long du projet. Donc, une longue définition et on va justement adresser ces différents sujets ensemble dans les slides qui arrivent. J'aime souvent faire le parallèle du test exploratoire avec une chasse au trésor. C'est généralement quand on va commencer un test exploratoire, on va vous donner une carte plutôt évasive. On ne va pas forcément vous montrer les chemins sur cette carte. On va vous donner un objectif. Un des objectifs peut être de trouver des bugs. On verra que ça ne sera pas le seul objectif. Mais dans tous les cas, on va vous donner un minimum d'informations de manière à ce que vous puissiez atteindre l'objectif qui a été défini dans le cadre de notre test exploratoire. Donc, de manière générale, l'attitude qui sera à avoir en tant que testeur dans le cadre d'une exploration de test, on va devoir
énormément utiliser nos compétences, nos capacités d'observation et de découverte. Pourquoi? Parce que si notre objectif est de trouver un élément en particulier susceptible, en l'occurrence un bug, on va devoir observer l'environnement, on va devoir observer le contexte applicatif de manière à être le plus efficace possible dans sa recherche de bugs. J'aime aussi faire le parallèle généralement avec, désolé pour la référence, mais avec koh. Généralement, les candidats, quand ils recherchent à manger, quand ils recherchent du manioc, ils vont se référer à la topologie de l'île, savoir potentiellement le manioc va pousser plutôt vraiment au niveau du sol. On ne va pas forcément trouver du manioc sur les aspects les plus élevés de l'île ou en bord de plage. Et donc, par conséquent, en fonction de ces observations, quand ils auront cet objectif à nouveau de trouver du manioc, ils vont se rendre dans les zones de l'île où ils ont le plus de chances de trouver justement du manioc. Le test exploratoire, ça va être un petit peu la même approche. On va justement appliquer également le principe de regroupement des défauts, où on va, à partir du moment où on aura trouvé un bug, on va potentiellement se concentrer sur la zone qui est proche de ce bug pour potentiellement trouver d'autres bugs et ainsi avoir une approche du test qui peut être plus ou moins efficace par rapport à ces sujets. De manière générale, qu'est-ce qu'un bug? Le test exploratoire, c'est un sujet qui tient énormément à cœur à James Barr, bien sûr. Il a une phrase à propos du bug qui me parle particulièrement. Pour lui, un bug est quelque chose qui fait bugger quelqu'un par rapport à un produit qui l'intéresse. Cette définition, cette citation a énormément de sens, dans le sens où, bien sûr, un bug va potentiellement être lié à une implémentation qui ne correspond pas à une expression de besoin, à des exigences qui ont été préalablement définies. Mais ce qui est important aussi dans cette phrase, c'est de considérer le bug comme un comportement qui se trouve dans un logiciel et potentiellement un comportement qui a été inattendu ou alors une exigence qui naît de cette découverte et qui n'avait potentiellement pas été identifiée au préalable. Donc l'important ici de cette définition, c'est de considérer le fait que quand on recherche des bugs, notre objectif est de couvrir les exigences qui ont été définies, couvrir les risques qui ont été identifiés, mais aussi potentiellement trouver des bugs, des choses qui me font bugger par rapport à des choses qui n'ont pas été spécifiées ou alors par rapport à des risques qui n'ont pas été identifiés. Et justement, le test exploratoire va permettre d'adresser ces deux aspects. On va pouvoir couvrir aussi bien des exigences spécifiées et non spécifiées et des risques identifiés et non identifiés. Second élément par rapport au bug, ce qui sera important, c'est exactement la nature du bug. On ne va pas forcément se concentrer uniquement sur des bugs fonctionnels. L'intérêt, ce sera aussi de potentiellement mettre en exergue des défauts qui sont liés, bien sûr, aux fonctionnalités, mais aussi aux aspects non fonctionnels d'un logiciel. Son aspect, son ergonomie, donc l'expérience utilisateur, mais aussi on peut avoir des bugs liés à la performance, la sécurité, le contenu. De manière générale, tout ce qui pourrait nous faire bugger. Et donc, ça va vraiment être aussi l'objectif qu'on va retrouver derrière le test exploratoire, c'est de pouvoir adresser les différents types de tests et trouver des bugs de différentes natures en n'ayant potentiellement qu'une seule approche de test. Donc, quelles sont les idées principales autour du test exploratoire? Tout d'abord, le test exploratoire n'est ni du test ad hoc, donc tout simplement le test ad hoc, je commence à tester sans aucune préparation et entre guillemets, je joue avec le logiciel à tester. Ce sera ni du monkey testing. Le monkey testing, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le terme, ça va être une technique de test qui vise à effectuer des tests qui n'ont de manière très aléatoire, sans même que ces tests aient du sens d'un point de vue
utilisation ou d'un point de vue utilisateur. Taper n'importe comment sur mon clavier, ça pourrait être une forme de monkey testing. Le test exploratoire, ce n'est ni du test ad hoc, ni du monkey testing. Pour ces raisons que j'ai décrites précédemment, mais aussi par rapport au fait que le test exploratoire est une approche de test qui demande de la discipline. On va voir dans les slides qui suivent que justement, on aura certaines règles à respecter, certaines bonnes pratiques associées au test exploratoire, et celles-ci doivent être plus ou moins respectées si on veut garder une efficacité de nos tests exploratoires. Aussi, les tests exploratoires seront des activités planifiées, avec une heure de début et une heure de fin. On revient sur, bien sûr, on verra plus tard, sur les principes agiles, mais par exemple, une des bonnes pratiques du développement en méthode agile sera de timeboxer le travail. On applique ce principe de timeboxing aussi au test exploratoire, de manière à garder l'efficacité de l'activité. Aussi, en termes de planification, c'est une activité qui doit rester flexible pour qu'on puisse s'adapter aux conséquences des découvertes. Comme vous le savez, quand on commence à tester, on peut estimer le ratio de défauts qu'on aura par cas de test, par exemple, mais on ne sera jamais en mesure de déterminer de manière certaine le nombre de défauts qu'on trouvera par rapport à notre nombre de cas de test. Et donc, on doit toujours être capable de s'adapter et l'approche de test exploratoire vise aussi à apporter cette adaptation. Autre idée, on va tester pour découvrir plutôt que tester pour rechercher. Donc, je vous ai présenté au départ le test exploratoire comme une activité permettant de trouver des bugs, mais le but principal du test exploratoire sera aussi de découvrir. Ça va être une méthode d'apprentissage pour les personnes qui l'exécutent. Le test exploratoire peut, par exemple, être approché dans le cadre de tests d'acceptation utilisateur. Si on vise à adresser ce niveau de test avec des utilisateurs finaux, des futurs utilisateurs, approcher les tests par le biais d'une approche de test exploratoire, au-delà de permettre aux utilisateurs d'effectuer la validation du logiciel, permettra à ces utilisateurs de découvrir aussi le logiciel, d'apprendre à l'utiliser. Et donc, ça peut avoir un but et des objectifs liés à de la formation aussi sur les outils. Par rapport au test exploratoire, on va voir aussi que c'est une approche de test qui peut être considérée dans certains contextes où justement on manque de temps, de ressources. De manière générale, on aura moins de préparation qui sera requise, contrairement à des approches dites scriptées où on va décrire au préalable nos cas de test et ensuite exécuter ces cas de test. On aura une approche beaucoup moins séquentielle et beaucoup plus parallélisée dans le cadre du test exploratoire, ce qui impliquera un temps de préparation moindre. Néanmoins, on ne dit pas qu'il ne faut pas de préparation. Il sera essentiel d'avoir un minimum de préparation pour préparer notre test exploratoire de manière à ce que celui-ci soit efficace dans notre processus de test. Aussi, on va trouver des anomalies que vous ne trouverez pas par d'autres formes de test. Comme je l'ai décrit précédemment, le test exploratoire va permettre d'adresser des risques identifiés et des risques non identifiés, des exigences décrites et des exigences non décrites. Traditionnellement, à nouveau par le biais des approches scriptées, on aura plus tendance à trouver des anomalies qui sont liées à l'implémentation des exigences, où on va retrouver des anomalies dans les exigences. Mais tout ce qui a été omis, tout ce qui a été oublié, que ce soit en termes d'exigences ou de risques, on aura beaucoup de mal, il sera voire impossible de trouver des anomalies associées à ces éléments. Le test exploratoire va permettre justement d'adresser ces types d'anomalies. Enfin, pour introduire mon slide suivant, sa forme la plus répandue sera basée sur des sessions. Il y a différents styles de tests exploratoires qu'on peut mener, mais de manière générale, on va plus retrouver le type de test exploratoire basé sur des sessions. En tout cas, c'est mon expérience que j'ai pour la Belgique et le Luxembourg. Et donc, je vais vous justement rentrer un petit peu plus dans le détail de ces sessions. Quelles sont les différentes activités et comment se coordonnent ces activités? Comme je l'ai présenté dans la définition,
Le test exploratoire va combiner en même temps, de manière parallèle, l'activité d'apprentissage, de conception des tests, d'exécution de tests et d'analyse des résultats de tests. Donc, en d'autres termes, ça va s'articuler comme ceci. Donc, quand je démarre une session de test exploratoire, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et ma première étape sera d'explorer. Donc, potentiellement, vous pouvez vous mettre dans un contexte où on vous demande d'être testeur sur une session de test exploratoire pour une application que vous n'avez jamais vue de votre vie et vous ne connaissez pas du tout son contexte. Néanmoins, on vous a sollicité pour faire des tests exploratoires et donc vous allez devoir remplir la mission qui est associée à cette session de test. Donc, la première étape sera d'explorer, d'apprendre du contexte actuel. Et en fonction de ce que je découvre et de mes trouvailles, je vais définir simplement ce que je vais tester. Et ceci, vous allez le faire à la volée. Donc, les cas de test ne sont pas préparés. Ce sont des idées de test que vous aurez et vous allez concrétiser ces idées de test en cas de test. Et alors, à partir du moment où vous avez votre idée de test et un premier cas de test à exécuter, vous l'exécutez dans la foulée. En fonction de l'exécution, en fonction de vos observations, vous allez analyser les résultats, analyser le comportement du logiciel et il sera extrêmement important de prendre des notes sur l'ensemble des observations qui sont effectuées. Benjamin le mentionnait plus tôt, on aura toujours des observations lors d'une session de test, que ce soit des observations négatives, des observations positives, que ce soit des questions, des idées, des suggestions ou des points d'attention que vous voudrez adresser en dehors de la session de test. Tous ces éléments, tout ce qui vous passe par la tête, il sera nécessaire et important de prendre des notes et de consigner l'ensemble de vos trouvailles sur papier ou par le biais d'un outil de support au test. Donc, ces activités-là, on va les répéter en continu de manière indéfinie jusqu'à un certain temps. Comme je le disais, le test exploratoire est une activité qu'on va time-boxer. Donc, on peut définir des temps de session assez aléatoires. Vous pouvez définir des temps de session de 10 minutes comme des temps de session de 3 heures. La recommandation par rapport aux sessions pour garder l'efficacité du test exploratoire sera de tenir ces sessions de test entre 30 et 120 minutes. Pourquoi? L'intérêt, c'est de pouvoir permettre aussi aux testeurs, entre guillemets, de se creuser la tête. On va partir d'une idée de base de test par rapport à un périmètre qui nous sera donné pour effectuer nos tests. À certains moments, si je vous demande par exemple de tester simplement un formulaire de login, d'authentification, pardon, vous allez vous dire, mais on m'a donné 1 heure pour tester un formulaire avec 2 champs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pendant 1 heure? Au bout de 5 minutes, peut-être, vos premières idées de test, vous les aurez testées, vous aurez fait vos observations, et là, vous regardez le chronomètre et il vous reste 55 minutes. L'intérêt ici, c'est de pousser le testeur à utiliser ses compétences propres pour trouver des nouvelles idées de test. Et ces idées de test, ce n'est à nouveau pas des choses que vous allez retrouver dans des documents, des choses comme ça. Ces idées de test, elles vont venir en fonction de votre expérience. Pour rappel, le test exploratoire est vu comme une technique basée sur l'expérience. Et donc, en fonction de votre expérience, en fonction d'où vous venez, en fonction de vos connaissances, vous allez avoir d'autres idées de test. Par exemple, si vous avez un background dans la sécurité, vous connaissez les différentes techniques de hackage, d'injection par le biais de champs éditables, etc. Potentiellement, parce que vous avez ce background lié à la sécurité, vous aurez des idées de test associées à la sécurité qui viendront. Peut-être que vous allez essayer de faire une injection HTML dans le champ du nom d'utilisateur. Est-ce que vous allez essayer de faire une injection SQL, passer un morceau de code JSON pour essayer de récupérer des données de la base de données? En fonction de votre compétence, vous allez avoir différentes idées de test. Si vous êtes un testeur habitué à tester les applications digitales,
naturellement, l'aspect compatibilité, interopérabilité viendra à votre esprit. Donc, votre formulaire, vous aviez commencé vos tests, par exemple, sur votre ordinateur sur Chrome, vous allez commencer à effectuer les mêmes tests que vous aviez fait auparavant dans un autre navigateur, sous une autre configuration, vous allez prendre un téléphone, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de vraiment, entre guillemets, contraindre le testeur à un certain temps, de manière à ce qu'il trouve des idées. Et comme le disait Benjamin plus tôt, sachant qu'on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même contexte, on n'aura pas les mêmes observations et nous n'aurons pas non plus les mêmes idées de test. Et c'est là où le test exploratoire devient un outil puissant. De manière générale, le conseil sera laissez-vous distraire. Donc, comme je l'ai expliqué, on commence toujours avec une idée de base, un chemin qui est tiré tout droit, mais on va se laisser se distraire dans le sens où on ne va pas hésiter, on ne va pas contenir le fait d'avoir des nouvelles idées de test. Si on a une nouvelle idée de test, c'est un nouveau chemin à suivre et potentiellement ce chemin va nous apporter, va nous amener vers d'autres fonctionnalités qui restent généralement autour de l'idée de base, mais ces nouvelles idées vont nous emmener sur des chemins différents et totalement imprévisibles. À nouveau, comme je le disais, dépendamment de qui teste, les idées de test ne seront pas les mêmes et donc on n'ira pas sur les mêmes chemins. Donc, c'est vraiment ce que je représente ici. On doit se laisser distraire parce qu'on ne sait jamais ce qu'on trouvera sur notre chemin. Et généralement, ces chemins ne sont pas prédécrits comme on pourrait l'avoir avec des cas de test. Néanmoins, il est important de ne pas oublier sa mission de base. En s'évadant, en ayant tout le temps des nouvelles idées, potentiellement, on peut sortir très facilement de notre objectif principal. Et donc, il sera important de toujours avoir en tête sa mission de base et d'atteindre les objectifs qui sont décrits en début de session et qui vous sont donnés en tant que testeur exploratoire. Donc, au final, est-ce que le test exploratoire est vraiment différent du test scripté? Parce que par rapport à ce que je vous décris, c'est plus dans l'approche qu'on a que le test exploratoire est différent. De manière générale, je ne pense pas que ce soit le cas autour de nous aujourd'hui, puisqu'on a plutôt des professionnels du test à viser. Mais généralement, on va penser qu'un testeur, tout ce qu'il fait, c'est comparer le produit à sa spécification. On a une description, on a une implémentation, je compare les deux éléments. Est-ce que, oui ou non, la description, la spécification a bien été implémentée? C'est généralement la compréhension moyenne que les personnes ont du travail de testeur. En fait, un testeur va faire bien plus que ça généralement, et vous le savez tous. Au-delà de ce qui est décrit dans les documents, au-delà de ce qu'on observe dans le logiciel à tester, il y a toujours la part d'imagination qui est active. Un testeur, même s'il a une procédure à suivre écrite de A à Z, il aura généralement tendance assez facilement à essayer des choses qui n'ont pas été décrites, même si on fait du test scripté. Donc, au final, on va se retrouver avec ces trois dimensions où le testeur compare l'idée du produit au produit actuel. Il va aussi comparer l'idée du produit à sa description. Donc là, on est plus dans le cadre des revues, même si les revues ne sont pas formalisées au niveau du processus de test. Néanmoins, un testeur qui conçoit ces cas de test ou alors qui exécute des cas de test qui lui ont été fournis vont de manière générale toujours travailler à comparer l'idée du produit par rapport à la description qui en est faite. Et si il lui semble que quelque chose cloche, dans ce cas-là, il n'hésitera pas à en faire part. Et enfin, bien sûr, il va comparer quand même le produit actuel à sa description. Donc, par rapport à tout cela, ce sont des choses qu'on fait déjà de manière, on va dire, traditionnelle avec les approches séquentielles et celles qui sont, comme je dis, plutôt traditionnelles. Mais on repose sur les mêmes principes pour le test exploratoire. On veut simplement mettre beaucoup plus en avant justement cette capacité humaine qui est l'imagination, qui est l'interprétation, plutôt que de répéter notre travail comme des machines le feraient. Donc, c'est là où le test exploratoire est aussi extrêmement important. Pourquoi et quand avons-nous besoin du test exploratoire? Comme je le disais, on aura différents contextes. Dans un premier temps,
si on est sans être forcément sur une méthode de développement en particulier, vous pourriez être amené à devoir effectuer des tests de manière rapide avec peu d'informations. Un exemple que j'aime souvent donner en formation, c'est est-ce que si j'ai un de mes clients qui m'appelle et qui me dit Julien, dans 3 semaines, on doit mettre en production, on vient juste de terminer les développements et on n'a fait aucun test, le logiciel il est énorme, en plus on n'a rien documenté, est-ce que vous pensez que je vais lui proposer comme approche de venir faire un plan de test, de rédiger mes cas de test de manière formelle, puis ensuite effectuer une exécution des tests, etc. etc. La réponse est souvent non. Il me faudra avoir une autre approche qui va me permettre justement de m'adapter au contexte. Et donc, le test exploratoire peut être une bonne réponse dans ce cas-là. Le feedback rapide et fréquent est aussi une pratique qui est extrêmement importante dans le cadre des développements en agile et encore plus en DevOps. Donc, on verra juste après que justement le test exploratoire est une approche de test qui est de plus en plus répandue et essentielle, selon moi, dans des contextes où on veut accélérer le temps de mise sur le marché d'un logiciel. De manière générale, on va l'utiliser aussi quand on ne saura pas forcément quel devrait être le prochain test. On peut arriver à la fin d'une campagne de test, on a une approche scriptée, on avait un périmètre de test à couvrir, on l'a couvert, on a fait nos tests. Rien ne vous empêche de compléter vos tests, vos 4 tests formels avec des sessions de tests exploratoires. Tout simplement pour potentiellement augmenter votre niveau de confiance par rapport à la qualité du produit, ou alors tout simplement pour potentiellement trouver des nouveaux défauts ou parfois simplement confirmer certaines idées que vous pourriez avoir. Donc, ça peut être aussi une bonne approche en termes de complément d'approche de test traditionnelle. C'est ce que je décris dans mon 3e point. Et enfin, le test exploratoire, de manière générale, le test manuel sera un excellent complément dans une approche de test totalement automatisée. Donc, comme je le présente sur la droite du slide, avec la pyramide des tests, dans le cadre de l'automatisation de tests, où on vise à avoir une automatisation à différentes couches, bien sûr avec différents niveaux d'application, il sera important aussi de garder ce côté humain du test et de ne pas uniquement se fier à une machine pour effectuer les tests. En tout cas, c'est mon point de vue. Bien sûr, on va pousser à l'extrême l'automatisation. L'objectif sera de faire le maximum de tests automatisés possibles dans certains contextes. Néanmoins, généralement, l'automatisation, je dis généralement parce que le machine learning arrive à grands pas pour l'automatisation, mais sans le machine learning, sans ses capacités d'autodéfinition de cas de tests automatisés ou d'automatisation de tests, au final, l'automatisation va simplement être une machine qui va répéter des actions qu'on lui a dit. La machine n'aura aucune capacité d'interprétation, aucune capacité de se mettre dans une autre perspective que celle dans laquelle elle est. À vrai dire, est-ce qu'elle a vraiment une perspective? Je ne pense pas. Dans tous les cas, il sera important, donc, même si on a une approche dite totalement automatisée, de compléter nos activités de test avec des tests manuels et par conséquent, le plus efficace généralement sera justement ces activités, cette approche de test exploratoire qui va nous permettre d'adresser potentiellement les risques qui n'ont pas été couverts par les tests automatisés. Donc, comme je le disais, le test exploratoire sera important et présent dans les approches où on vise justement à aller plus rapidement, où on a besoin d'un feedback fréquent et au plus tôt. Donc, si on se réfère au Agile Test Quadrant, il va un peu définir notre stratégie, notre approche générale de test qu'on devrait avoir par rapport à une user story, par rapport à un sprint, par rapport à une release de manière générale. Vous pouvez voir que le test exploratoire a sa place dans ce cadran. En 3e cadran, donc dans un objectif
où on sera plus dans la critique du produit, donc plus dans la partie validation du produit que dans la partie vérification du produit, toujours plus proche d'une orientation de métier. Donc, on entend par là qu'on va plutôt avoir des tests exploratoires dans le cadre de tests d'acceptation dans un environnement agile. De manière générale, ce qu'il faudra considérer, c'est que ce test exploratoire vient dans le troisième cadran et vient en complément des autres activités de test qui sont conseillées par ce graphisme. Donc, vous pouvez voir que dans le deuxième cadran, on va retrouver les tests fonctionnels, on va retrouver les tests unitaires dans le premier cadran, on va retrouver les tests non fonctionnels dans le quatrième cadran. Le test exploratoire va venir en complément de tout cela, au-delà des UAT ou autres types de tests que vous pouvez retrouver sur ce graphique. Donc, on aura vraiment la place du test exploratoire qui est clairement dans les environnements agiles. Et comme le représente aussi le graphique, on aura surtout une approche dite manuelle, puisque, bien sûr, en voulant mettre vraiment le focus sur l'humain, dans ce cas-là, on ne pourra le faire que par une approche manuelle et non pas automatisée. De manière générale, le test exploratoire va pouvoir, comme je vous le présentais, adresser aussi bien l'adéquation fonctionnelle, donc la partie test fonctionnel, que les aspects non fonctionnels. Donc, potentiellement, les observations ne vont pas se concentrer uniquement sur le comportement du logiciel, mais aussi sur comment le logiciel effectue les fonctionnalités. Donc, ça peut être sur des aspects de performance, de compatibilité, d'utilisabilité, sur la fiabilité, la maintenabilité. On a toutes ces caractéristiques qualités qu'on retrouve et qui sont normalisées, qui peuvent être adressées. À nouveau, tout cela va dépendre des compétences du testeur et tout cela va dépendre aussi du temps qui nous est consacré et des objectifs qui sont consacrés à ces sessions de tests exploratoires. Donc, c'est vraiment aussi la force de cette approche. Quels sont les facteurs de succès du test exploratoire? Comme je vous l'ai présenté, une session de test exploratoire doit être préparée. Donc, on doit s'informer sur le contexte du produit au préalable avant de commencer une session de test. En tout cas, c'est ce qu'on va conseiller. Et aussi, on va conseiller à ce que les sessions de test soient préparées avec des chartes de test, donc qui va correspondre à notre activité d'analyse de test dans le cadre d'une approche de test exploratoire. Donc, quand on parle de s'informer sur le contexte du produit, on va avoir pour objectif, avant une session, de découvrir tout ce qui peut nous aider à définir quoi tester, comment le tester, et aussi être capable de reconnaître un problème. Si on ne connaît pas du tout le contexte du projet ou on ne connaît pas d'autres éléments, on risque d'avoir énormément d'observations, mais ces observations potentiellement auront peu de valeur. Le but est que nos observations soient de valeur. Donc pour ceci, on va conseiller de se renseigner sur le contexte du projet, c'est-à-dire quels sont les objectifs du développement, les ressources, les contraintes, les influenceurs. Potentiellement, on va vous présenter le projet de manière générale. Il y aura quelqu'un qui parlera plus fort que les autres. Et c'est ce que j'entends par influenceur. Potentiellement, être capable d'identifier le rôle des personnes dans une équipe et aussi les rôles d'influence qui existent entre les personnes peut vous mettre la puce à l'oreille sur des risques qui peuvent être associés au développement du logiciel. On va vous demander aussi de connaître un peu plus le produit, donc les forces du marché associées au produit. Est-ce que ce produit a des concurrents? Quels sont les bénéfices du produit? Quelle est sa cible? Benjamin parlait tout à l'heure des user personas. Être capable d'identifier et de savoir quelle est la cible utilisateur, quels seront les user personas associés à un logiciel qu'on va tester par le biais d'une approche exploratoire est extrêmement important puisqu'on devra prendre potentiellement la perspective d'un tel utilisateur ou alors trouver des utilisateurs qui se rapprochent de cette cible. On va aussi s'intéresser au matériel supportant le logiciel, c'est-à-dire toute la couche hardware. Certains hardware sont plus efficaces que d'autres, donc les risques associés à ces hardware sont différents, plus ou moins importants. Et donc, notre objectif est toujours d'adresser certains risques. Donc, les risques technologiques en font partie. On parle aussi des langages de programmation. Si le logiciel, vous savez qu'il vient d'être développé dans un langage qui est nouveau, qui est un langage, on va dire, open source,
où la communauté est très petite encore. Donc, en termes de support, en termes de réactivité du support, on a des risques importants. De connaître ces technologies vont vous permettre d'avoir à nouveau une meilleure idée du contexte et donc de tester plus efficacement le produit. L'historique de développement, savoir est-ce que ce produit existe depuis 3 ans, est-ce qu'il existe depuis 2 semaines, donc un peu sa maturité. Quels sont les risques produits? L'historique des bugs aussi, ce sera intéressant de le connaître de manière à être capable justement d'avoir des idées de test qui sont associées aux défauts qu'on a pu rencontrer dans le passé. On a déjà cette approche avec du test scripté et plus traditionnel où en fonction des ratios de défauts, on va plus se concentrer sur une zone applicative ou certains aspects. On va appliquer les mêmes principes au niveau du test exploratoire. Et enfin, comme je le disais, les user personas seront extrêmement importantes. Ces informations, on va pouvoir les collecter par le biais d'études de produits concurrents. On va pouvoir les collecter aussi en ayant accès aux gestionnaires, aux outils de gestion, donc les outils de gestion de test, les outils de gestion de bugs, les outils de gestion d'exigence. Tous ces éléments-là vont être extrêmement importants. Donc, ça va constituer notre base de test. On aura aussi la possibilité d'obtenir ces informations en s'entretenant avec les membres de l'équipe de développement. Dans l'exemple que je vous donnais, mon client qui m'appelle et qui demande de respecter une mise en production dans 3 semaines et me demande un consultant au pied levé, dans ce cas-là, ce sera clairement extrêmement important pour mon consultant de rencontrer l'équipe de développement et d'être en relation directe et quasi permanente avec ces personnes de manière à avoir un processus de correction des défauts le plus efficace possible, mais aussi éviter de remonter des défauts qui n'en sont pas. On aura bien sûr l'ensemble de nos bases de tests, si existantes, qui pourront être utilisées, mais aussi, en fonction de vos compétences, vous pourriez inspecter vous-même le code source. Donc, quand on parle d'une application web, si à nouveau ce client me demande et me dit, ben voilà, c'est pour la version 2, ou alors on a des évolutions sur notre application web, mon premier réflexe, ce sera d'aller voir cette application web et voir comment elle est construite et déjà identifier potentiellement des premiers bugs ou alors déjà me permettre d'avoir mes premières idées de test. Deuxième point par rapport à la préparation, donc en guise de facteur de succès du test exploratoire, ce sera les chartes de test. Donc comme je vous l'ai dit, les activités de conception de test, exécution de test vont faire partie de nos sessions de test. Les chartes de test vont correspondre à notre activité d'analyse de test. L'idée de la charte de test, ça va être de justement définir notre objectif de session. Pour chaque session, on va définir une charte de test. Et comme vous pouvez le voir, ce document, cette charte de test, sera généralement un document pas très long où on va décrire les objectifs principaux de la session de test et aussi donner, entre guillemets, les billes à notre testeur pour qu'il puisse tester correctement, mais aussi, moi, en tant que test manager, me permettre de m'assurer que mon testeur, cette session, va vraiment adresser un périmètre que j'avais prédéfini. Donc, on va retrouver, par exemple, les acteurs, la durée, les objectifs, les priorités, la configuration. Donc, par exemple, si vous voulez absolument que le testeur ne change pas de navigateur, qui ne vérifie pas ou qui ne valide pas les aspects de compatibilité de l'applicatif, vous pouvez contraindre et mettre comme prérequis matériel logiciel Chrome en version 87. Et alors, le testeur devra se tenir à cette information. On va aussi fournir des données de manière à ce qu'elles puissent être exploitées dans le cas où le testeur aurait besoin de données de test. Et enfin, on va avoir potentiellement des propositions de tests à réaliser. Donc, le testeur va venir avec ses propres idées de test. Et d'un autre côté, potentiellement, le test manager peut pousser les idées vraiment de manière haut niveau, de manière à emmener le testeur sur un certain chemin et pas forcément adresser tous les chemins qui pourraient être associés à l'objectif général. Donc, ça va vraiment être notre feuille de route en tant que testeur. C'est un document qui devra être consulté avant, pendant la session, de manière à adresser les objectifs qui sont associés à cette charte de test. Donc,
quand on doit couvrir un logiciel, on aura, donc pour un projet de test donné, on aura une ou plusieurs chartes de test et pour chaque charte de test, c'est dur à dire à 21h10, pour chaque charte de test, on va perdre le fil de sa conversation. On aura des objectifs en particulier. Pendant la session, comme je l'ai indiqué, l'objectif sera de collecter un maximum d'informations. Donc la description du test, c'est-à-dire l'idée de test que j'ai eue, le cas de test que je vais effectuer, je le consigne, que ce soit comme ici dans un simple tableur ou dans mon outil de test. Je vais aussi consigner les données que j'ai utilisées, de manière à ce qu'on puisse, après la session, potentiellement reproduire les comportements observés, reproduire les défaillances observées, etc., etc. Et enfin, ce qui sera le plus important, ce sera de noter toute observation. Comme je l'ai indiqué, qu'elle soit positive, négative, que ce soit des questions que la personne a, des idées que cette personne a, on va avoir vraiment l'objectif de noter tout cela. Pourquoi on va noter les questions? Parce l'objectif est de bénéficier au maximum du temps qui nous est alloué. Si j'ai une question et que je vais la poser à quelqu'un, c'est tout simplement du temps perdu. Ma question, je la note et après la session, j'irai rencontrer les personnes qui pourront m'apporter la réponse. Et en fonction des réponses qui me sont apportées, je vais potentiellement avoir des nouvelles idées de test. Et alors, c'est là où on a besoin de la flexibilité du test exploratoire et de la préparation des tests exploratoires pour potentiellement planifier une nouvelle session de test pour adresser les nouvelles idées qui sont issues des différentes observations qu'on a eues. Les recommandations aussi pendant la session, utilisez toutes les techniques de conception de tests que vous connaissez. Si vous êtes certifié ISTQB, n'hésitez pas à utiliser différentes techniques, même si vous n'êtes pas certifié ISTQB, n'hésitez pas à utiliser les techniques de conception que vous connaissez et aussi les techniques en termes de choix de techniques de conception. Répétez le même test sous différentes conditions. Donc, à nouveau, s'il vous reste du temps ou si c'est votre objectif de vérifier la compatibilité, essayez ces différentes conditions. Donc, les différentes conditions peuvent être liées aux plateformes, mais les conditions, on va le voir un tout petit peu plus tard, on peut les faire varier aussi. Donc, la variation de ces conditions, ce sera par exemple mon formulaire. Qu'est-ce qui se passe si je me force mon téléphone à passer en 2G et je soumets le formulaire? Est-ce que je vais avoir un timeout? Est-ce que le comportement va être différent? Est-ce que je vais être capable de m'authentifier? Potentiellement, il y aura des défauts où vous allez trouver des défaillances associées à une condition particulière, par exemple de tester en mode dégradé. Et aussi, donc, en tant que testeur, on va conseiller de se poser les bonnes questions. Qu'est-il le plus important à découvrir à propos du système? De quelle façon le système peut-il tomber en échec? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Est-ce que les besoins utilisateurs, exigences, souhaits sont bel et bien comblés, couverts? Et par exemple, si on veut adresser une perspective en particulier, est-ce qu'il est possible d'installer le système dans tous les circuits de mise à jour supportés? Ça va être le type de questions qu'on va devoir se poser en tant que testeur. Essayez les fonctions crudes, donc create, read, update, delete. Donc, si on a une fonctionnalité, mon espace client, est-ce que je peux me créer un espace client? Est-ce que je peux voir mon espace client? Est-ce que je peux mettre à jour mon espace client? Est-ce que je peux supprimer mon espace client? Par exemple. Et comme je l'indiquais, enfin, faire varier les conditions pendant votre test. Je vais aller très rapidement sur ce point, puisqu'on arrive déjà presque aux 45 minutes. On va utiliser aussi ce qu'on appelle des heuristiques. Donc, ça va être en gros des éléments qui vont nous permettre de trouver des idées ou alors tout simplement des comportements à avoir qui vont nous permettre d'adresser certains risques, certains types de défauts traditionnels. Donc, sur la navigation, par exemple, utiliser la navigation du navigateur plutôt que d'utiliser la navigation du site web. Est-ce qu'on aura des comportements spéciaux? Potentiellement, vous allez révéler une faille de sécurité simplement en rafraîchissant une page ou en hackant l'URL. Vous vous rendez compte que votre page, la page du site web, c'est /page/4201. Qu'est-ce qui se passe si je mets 4202? Ou alors,
la page /user/Julien Desmouliers, qu'est-ce qui se passe si je fais /user/GraceCongo. Ça va être un exemple. Donc, vous pouvez aussi jouer sur les données. Donc, comme je vous ai dit, des injections. Aussi, vous allez pouvoir, si vous avez les compétences, vérifier les syntaxes. Tout à l'heure, on avait le sujet de l'accessibilité. L'accessibilité peut être aussi adressée par le biais de tests exploratoires. Et donc, si vous avez les compétences de vérifier les bonnes pratiques en termes d'accessibilité, il y a des choses qui sont visibles directement par l'inspection de code. Vous pouvez très bien prendre votre navigateur, passer en mode inspection de code, et vous allez voir, je vais vous donner l'exemple le plus basique, est-ce que les images ont toutes un attribut alt? Ça va être une des pratiques d'accessibilité. Ensuite, on va pouvoir jouer avec les préférences du navigateur aussi. Donc tout cela, ça va être généralement ces heuristiques, on les aura pour compléter nos sessions de test et nous donner des nouvelles idées. Après la session, donc, il sera important d'analyser toutes les observations consignées durant la session. Donc, on va vraiment faire une rétrospective de ce qui s'est passé pendant la session, seul ou en équipe. Créer des rapports de bugs, le cas échéant. Donc, potentiellement, vous aurez fait des observations, vous pensez que vous avez une défaillance, vous pensez qu'il y a un bug. Vous allez discuter avec les équipes de développement pour confirmer le fait qu'on a bien un bug, ou alors ça peut être simplement une erreur de votre part ou une mauvaise interprétation de votre part en tant que testeur. Donc, comme je l'indiquais, rencontrer les membres de l'équipe de développement pour clarifier les points obscurs. Il sera aussi extrêmement important de lier vos rapports de tests exploratoires à votre base de tests. Donc, est-ce que vous couvriez une user story, une exigence? Si tel est le cas, il sera extrêmement important de relier tout cela. Donc, tout à l'heure, on posait la question, est-ce que les résultats sont communiqués, partagés? Ils doivent l'être. C'est vraiment là où le test exploratoire va être important aussi. C'est la capacité d'avoir des évidences de test et d'avoir des résultats de test qui sont consignés. On va aussi avoir pour conseil de revoir les cas de tests exécutés et ajouter les plus pertinents à votre référentiel de test. Potentiellement, pendant votre test exploratoire, vous allez avoir des idées de tests. Vous allez faire des cas de tests qui ne font pas partie de votre référentiel de test, par exemple pour des tests de non-régression. Dans ce cas, potentiellement, vous allez vous rendre compte par le biais des tests exploratoires que vous avez fait un cas de test et ce cas de test pourrait être pertinent dans le cadre de vos tests de non-régression. Revoyez les cas de tests que vous avez faits en équipe ou seul et déterminer si certains devraient rejoindre votre référentiel de test de non-régression ou pour d'autres types de tests. Enfin, à la fin, on aura potentiellement, dépendamment de la structure, un débriefing avec le responsable qualité qui vous posera des questions de manière générale à propos de la session. Quelles ont été les forces, les faiblesses? Plutôt un débriefing plus haut niveau de la session de test plutôt que d'être dans les informations de bas niveau qu'on a pu consigner par le biais des observations. Donc voilà pour les facteurs de succès. Pour les outils de support au test exploratoire, il en existe de plus en plus. Par exemple, X-Ray a sorti il y a quelques mois, X-Ray qui est un des plugins de Jira, a sorti il y a quelques mois son extension pour le test exploratoire. On a des mastodontes de la place comme Tricentis, bien sûr les solutions Microfocus ou les solutions Microsoft qui offrent aussi bien sûr des capacités pour supporter les tests exploratoires. D'autres solutions un peu moins connues. Il y a aussi on peut commencer avec quelque chose de très petit. Par exemple, l'Exploratory Testing Chrome Extension, ça va être, comme son nom l'indique, une extension de Chrome. Et ça va être quelque chose de très simple. Ça va être un encadré pour la description, 3 boutons, bug, note et question, ou je pense qu'il y en a 4. Et tout simplement, ça va déjà vous supporter votre processus de test exploratoire. Bug Magnet, lui, va plutôt être une extension qui va permettre de vous mettre à disposition ces heuristiques que je vous ai présentées plus tôt. Donc, par exemple, pour un champ, vous avez besoin d'un email. Bug Magnet va vous proposer des emails valides, des emails invalides, et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir des valeurs que Bug Magnet vous propose plutôt que réfléchir vous-même à exactement quelle adresse email vous allez devoir mettre pour tester une des conditions d'invalidation d'une adresse mail. Enfin, pour terminer,
Les compétences requises pour effectuer des tests exploratoires, l'observation, bien sûr, les connaissances métiers, elles seront importantes, ou en tout cas, la perspective utilisateur est importante de manière à pouvoir adresser le sujet correctement. Si on est totalement en dehors du métier, ça peut potentiellement être compliqué. Ça n'est pas impossible parce que vous pourriez contrebalancer avec vos compétences avancées de testeur. Par contre, si vous êtes plutôt novice dans le test et vous avez peu de connaissances métiers, vous risquez d'être plutôt inefficace pour une session de test exploratoire. Les capacités de raisonnement, les capacités donc, de conception de test, de cas de test, l'analyse d'échecs, la flexibilité, et ça peut paraître anodin, mais aussi la prise de notes. Être capable de prendre des bonnes notes, d'avoir des notes qui puissent être relues par une autre personne, c'est aussi quelque chose d'important dans le test exploratoire. Donc, pas des compétences de folie. Les compétences de base du testeur vont vraiment être totalement adaptées à tout cela. On va simplement les compléter avec des compétences liées à la connaissance du contexte, du produit ou sa perspective d'utilisateur. Donc, pour vraiment simplement conclure là-dessus, si vous testez, vous faites alors déjà du test exploratoire, comme on l'a vu. Puisqu'on a toujours cette partie d'imagination, on ne va pas simplement, généralement, se respecter une procédure et ne faire que la procédure. Est-ce que vous faites du test scripté? De manière générale, si vous le faites de manière responsable, alors vous faites du test exploratoire avec un script. Même si vous avez ce script que vous devez suivre, vous explorez toujours. Donc au final, je pense que tous les participants qu'on a ce soir font dans tous les cas du test exploratoire. On a simplement cette approche qui peut être plus poussée de manière à permettre d'adresser le sujet de manière plus efficace et atteindre d'autres objectifs que ceux qui sont simplement faits par tout le monde. Si vous ne le faites pas, si vous n'explorez pas dans le cadre de vos approches traditionnelles, vous faites simplement le travail qu'une machine pourrait faire. Et alors, on perd tout simplement le côté humain et vous n'agissez pas forcément comme un testeur responsable. Donc, pour résumer, n'hésitez pas à vous comporter comme un testeur responsable et n'hésitez pas à explorer pour découvrir de nouveaux bugs. Merci pour votre attention. Merci à toi, merci. C'était très complet, très, très clair. Donc, j'imagine que tu as le temps pour quelques questions quand même. J'ai pas le couvre-feu, c'est 23 h au Luxembourg. Donc... Très bien, parfait. Je ne connais pas la vie nocturne au Luxembourg. Vivement le déconfinement. La vie nocturne, c'est un grand mot au Luxembourg. Alors, première question d'Étienne. Y a-t-il des contextes où on ne peut pas faire de tests exploratoires? Il donne un exemple comme des tests de batch, par exemple. Alors, c'est une bonne question. Donc, en dehors de ce qu'on va tester, plutôt au niveau du contexte, si on pense à des contextes extrêmement risqués où des vies humaines sont en jeu, des choses comme ça, je ne dirais pas qu'on ne peut pas faire de tests exploratoires, c'est simplement qu'on aura une approche un peu plus formelle et standardisée. Et donc, potentiellement, la place du test exploratoire sera beaucoup moins importante que dans d'autres contextes où les risques sont moins importants. Après, par rapport au type de plateforme qu'on peut tester, par rapport à la topologie de ce qu'on veut tester, pour moi, le test exploratoire reste applicable à n'importe quel produit, n'importe quelle plateforme. Simplement, plus l'approche de test qui est associée, qui est différente à ce qu'on fait, on va dire, d'habitude. Mais pour moi, je ne vois pas de contre-indication à faire du test exploratoire sur du batch ou sur des lignes de code ou différents éléments. Il n'y a vraiment pas de restriction selon moi. Ok, merci. Question de Pierre. Est-ce que vous invitez parfois d'autres profils que des testeurs dans vos sessions? Oui, et surtout, c'est là où le test exploratoire est extrêmement puissant. On a souvent, je pense notamment aux tests d'acceptation utilisateur,
Dans un premier temps, quand on sollicite les personnes du métier, les personnes du support ou des utilisateurs finaux, déjà, généralement, ça les gonfle de faire des tests. Ils ne sont pas là pour ça, ils ont leurs activités quotidiennes à effectuer et on vient leur ajouter une couche de test. Mais plutôt pour revenir à la question, euh, embarquer justement des personnes qui ne sont pas des testeurs, qui n'ont pas forcément des compétences de test, est totalement bénéfique au processus, puisque ces personnes n'auront pas du tout la même perspective qu'un testeur peut avoir. On peut avoir des testeurs qui ont une très grosse dimension de métier et qui, entre guillemets, savent tout ce que les utilisateurs pourraient faire, mais ça n'est pas toujours le cas. Et dans un tel contexte, intégrer des personnes du métier, intégrer des utilisateurs finaux, intégrer son product owner, intégrer des développeurs, intégrer vraiment les personnes du marketing, les personnes des ventes, c'est clairement bénéfique parce qu'on n'aura simplement pas la même expérience et donc on ne va pas trouver les mêmes choses, on ne va pas tester les mêmes choses et potentiellement les choses à côté desquelles un testeur serait passé, une autre personne va revenir et va vous expliquer pourquoi c'est important pour elle, pourquoi c'est important dans son contexte et par rapport à son utilisation. Et c'est potentiellement là aussi où les personnes du métier vont être capables de mieux se faire comprendre auprès des équipes de développement parce que ça va ouvrir une porte à la discussion aussi et de travailler sur base d'exemples et de cas concrets vécus par ces personnes plutôt que de rester dans des aspects plutôt flous pour une partie ou pour une autre. Ok, merci. À la fin, tu as présenté plusieurs outils. Est-ce que toi, t'en conseilles un plutôt qu'un autre? Alors, à vrai dire, je ne suis pas encore totalement satisfait d'un outil. Je le cherche toujours, l'outil parfait. De mon côté, de manière générale, le plus complet que je trouve, c'est ce qui est embarqué dans la suite Tricentis en termes de capacité, etc. Pour moi, c'est vraiment le plus complet et je pense que même les comparatifs le prouvent. Après, moi, c'est plus dans son utilisation où je suis un peu moins fan. Oui, je dirais quand même du coup Tricentis parce que pour moi, il manque des choses sur les outils que je connais. Bien sûr, je ne connais pas tous les outils de test exploratoire, mais en tout cas, j'ai différents objectifs en fonction des objectifs que j'ai. J'en ai un qui va plus répondre à un autre. Quand mon objectif est par exemple j'ai un objectif secondaire qui est de mettre en place, de commencer à construire un référentiel de test de non-régression. Un outil comme par exemple Meliora Test Lab que j'ai présenté, qui est sûrement beaucoup moins connu, est puissant là-dessus parce que dès l'instant où je vais créer un cas de test, ce cas de test, je vais, après ma session, en quelques clics, être capable de l'intégrer à un référentiel de test de non-régression. Donc, pour cet objectif, c'est un très bon outil. Pour un contexte où je dois aller rapidement et qu'on est en environnement agile ou des choses comme ça, je sais que cet outil va être moins capable de me supporter qu'un autre. Donc, indépendamment du contexte, c'est aussi à vous de vous faire votre propre opinion et il ne faut pas hésiter à essayer pour trouver l'outil qui est le plus adapté à votre besoin. Merci. Encore une ou deux questions, je pense. Et comment prioriser les tests exploratoires et quel pourcentage cela représente dans ce que tu préconises sur la stratégie globale? Préconisation, je n'en aurai pas, parce que donc, toujours vos approches de test doivent être dépendantes du contexte. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément de règle générale. Aujourd'hui, je suis embarqué dans une équipe Scrum. Test exploratoire par exemple, va représenter 100% des activités de test sur des user stories avec un nombre de story points faible. Alors que potentiellement sur des user stories plus complexes, le test exploratoire va représenter une plus petite partie. Donc même sur un même projet, je n'aurai pas les mêmes ratios.
Par rapport à la priorisation, donc la priorisation va se faire dans le cadre de l'analyse de test, dans le cadre des chartes de test. Donc, comme tout projet de test, on aura des objectifs de test, on aura des contraintes de temps, de budget, et aussi on va baser la conception de ces chartes de test sur les risques produits, les risques projets et les priorités qui sont associées aux exigences. Donc, on va réutiliser toute cette base de test, si disponible, pour prioriser nos chartes de test. Sinon, si l'approche est vraiment basée sur l'expérience, donc j'entends par là, les bases de test sont manquantes, dans ce cas-là, on va surtout se baser sur son expérience et en fonction de l'analyse préalable qu'on aura fait à la session de test ou au projet de test pour déterminer les risques, le contexte du produit, alors on va justement prioriser nos chartes de test en fonction. Et alors, bien sûr, si on a une approche basée sur les risques ou sur ces différentes priorités, les chartes de test les plus prioritaires seront adressées en première lors du projet de test et potentiellement certaines chartes de test ne seront pas adressées même si elles ont été prévues. Donc là, à nouveau, on rentre dans une démarche de gestion de projet de test assez traditionnelle. Bah, merci beaucoup, Julien. Je te propose qu'on arrête là, comme ça on commence à l'heure, on finit à l'heure, Parfait, ça me si va. ça te va. Ah, mais merci pour la présentation et pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Pour la question aussi. De rien. Alors je reprends la main. Je sais pas si. Hop. Je reprends la main et je vais afficher le programme de demain. Hop. Et je vais donner le micro à Yann pour qu'il nous fasse ce petit message de clôture. Yes. Et ben d'abord, merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout de la conférence. Alors, juste pour vous dire, Macron a parlé pendant notre talk. Il n'a pas dit que les restaurants ouvraient demain. Donc, en fait, demain, vous pouvez revenir à 18h30 pour la conf. Il n'y a absolument aucun problème. Et vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, en fait. Voilà, juste un grand merci du coup à toi Thomas pour l'animation de cette soirée. Un grand merci à nos 3 speakers de ce soir. Perso, j'ai trouvé que c'était top. Et du coup, j'ai assez hâte d'être demain pour voir Florian, Mesout et Zoé qui seront là pour nous faire 3 talks qui seront au top aussi. Je vous dis bonne soirée et puis bah, rendez-vous même heure, même endroit, donc 18h30 demain.